Quand on cherche à aborder le mythe de Méduse, il est difficile de ne pas aborder le sujet des Gorgones de façon générale. Fils de Phorcys et de Céto, qui sont des créatures marines, et vivant selon les historiens et selon, on va dire, les versions données, dans une région que l'on situe proche de l'extrême occident, Méduse avait également 2 sœurs, Théno et Euryale, qui, contrairement à Méduse, qui était mortelle, ces 2 sœurs étaient immortelles. Selon les versions qu'on va trouver et selon les versions, on va dire, que l'on peut citer, il existe plusieurs mythes et théories autour de la naissance de Méduse. Certains diront qu'elle est née mortelle, donc qu'elle est née sous forme humaine et normale, et d'autres au contraire qu'elle est née sous forme monstre. Dans la version où elle est née sous forme humaine, à la base, Méduse est transformée en monstre par la suite à une faute qu'elle a commise, suite à un affront qu'elle a commis envers la déesse Athéna. Selon ce fameux mythe, selon cette fameuse version, Méduse était une femme magnifique, avec une chevelure que tout le monde lui enviait. Sa beauté a attiré l'attention de Poséidon, qui, comme beaucoup de dieux grecs, ne pouvait pas résister à une belle femme, et ce dernier, ne pouvant pas tolérer qu'une femme se refuse à lui, décida de violer tout simplement la jeune fille dans le temple d'Athéna, au sein du temple d'Athéna dans lequel elle s'était réfugiée. Athéna, qui, on le sait tous, est une déesse vierge, est une déesse, on va dire, qui est extrêmement difficile et dure, rentre dans une colère noire et décide de punir Méduse en la transformant en monstre reptilien, avec des cheveux en serpent qui s'entremêlent, un regard qui pétrifie et un aspect monstrueux. C'est du moins l'une des versions les plus connues que l'on connaît de ce mythe. Il en existe d'autres, mais c'est celle que l'on retient bien plus souvent. Ce châtiment peut paraître quelque peu dur, mais dans la Grèce antique, cela soulève, on va dire, une réalité qui était là, c'est que non seulement le fait de se faire violer au sein d'un temple est considéré comme une impureté et quelque chose, on va dire, de répréhensible, mais il y avait une autre thématique autour de ça, c'est-à-dire que n'était pas forcément admis dans les temples, notamment le fait d'accoucher dans les temples était interdit, mais aussi les femmes qui étaient en moment indisposées n'étaient pas forcément les bienvenues. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui a un rapport avec le sang et la souillure, en fait, était totalement interdite au sein d'un temple, et c'est notamment pour cela que Méduse a été punie. On peut y voir cette problématique-là. Concernant l'apparence de Méduse dans les représentations, il va exister plusieurs aspects. Les aspects dans lesquels elle va être représentée les premiers temps, surtout en Grèce, et ça va être valable pour les Gorgones en général et pas forcément pour Méduse en elle-même. On va les représenter, avec les cheveux, bien sûr les cheveux en serpent, mais également avec des dents, on va dire, extrêmement proéminentes, des dents de sanglier. J'ai pu voir dans des bouquins, des ouvrages, des dents de sanglier, de vampire, peu importe, et avec des ailes, de la barbe ou ce genre de trucs. Bref, un aspect assez grotesque dans le but de faire peur. Et si on regarde bien les représentations des Gorgones en Grèce, c'est exactement un peu ça. C'est vraiment un aspect grotesque, presque on va dire un peu exagéré, dans le but de faire peur, dans le but un peu d'effrayer. Au fur et à mesure du temps, et ça sera surtout visible au temps des Romains, on va représenter Méduse notamment plus avec un aspect humain qu'à un aspect, on va dire, un aspect repoussant. On va la représenter avec, certes, ses cheveux de serpent, mais on va pas la représenter sous un aspect grotesque comme on aurait pu le voir chez les Grecs. Cet aspect grotesque, d'ailleurs, peut être vu comme une espèce d'un aspect chimérique, au sens où on va prendre diverses caractéristiques un peu monstrueuses, un peu fantasmées, pour pouvoir faire peur, pour pouvoir inciter peut-être à une forme d'exagération. Le mythe de Méduse est extrêmement lié également à un autre mythe qui est le mythe de Persée, qui est l'un des héros, on va dire, les plus mythiques de la Grèce antique. D'origine argienne, Persée est le fils du seigneur des dieux olympien Zeus et d'une mortelle Danaé, qui était une princesse. Elle était la fille d'Acrisios, qui était un roi. Son père, donc le père de Danaé, a été informé par des oracles, et c'est selon le mythe, qu'on se comprenne bien, que le fils qui naîtrait de sa fille, en fait, finirait par le tuer. Ça doit vous rappeler peut-être le mythe de Cronos, où le fils était censé détrôner le père. Mais ça, c'est une thématique qui revient assez souvent. Acrisios, prenant peur de cette annonce, décide en fait, puisque c'est sa fille qui va être à l'origine de sa chute, entre guillemets, enfin, la progéniture de sa fille, décide d'enfermer cette pauvre jeune fille dans une tour. Zeus
alors intéressé par la jeune fille et ému certainement, on peut le supposer, on peut fantasmer de sa condition, décide de s'intéresser à elle et décide d'en faire, on va dire, une de ses maîtresses, si on peut dire ça ainsi. Pour conquérir la jeune fille, ce dernier va redoubler un petit peu d'imagination, il va se changer en puits d'or et ainsi, par ce biais-là, aider à concevoir Persée, on peut dire ça ainsi. De cette union peu conventionnelle naquit, bon, bien évidemment, le petit garçon, et le grand-père qui s'aperçoit un peu de la condition de sa fille, ne le prend pas forcément aussi bien qu'on pourrait l'imaginer, puisque on lui a annoncé que c'était son petit-fils qui allait le détrôner et le tuer. Décide tout simplement de se débarrasser de l'enfant et de la mère. Et comment ce dernier s'en débarrasse? Tout simplement en les enfermant dans un coffre en bois et en les jetant à l'eau, pensant que la mère ferait son œuvre. Fort heureusement, et ça c'est toujours selon le mythe, les deux atterrirent à Séryphos où ces derniers sont recueillis et durant plusieurs années, la mère et le fils vont écouler des jours heureux. La mère, étant, on va dire, recueillie, accueillie, tout ça, et son fils va grandir, va gagner en beauté et en force, et donc, on va dire, va se distinguer par ses caractéristiques dans un premier temps. Toutefois, cette pauvre Danaé va être, on va dire, l'objet de désir du roi local, Polytectès, et ce dernier, très certainement, veut donc l'épouser. Sauf que le fils de Danaé est très protecteur envers sa mère et que, vu que le roi en question est un personnage probablement pas très recommandable, ce dernier va essayer de retarder l'échéance autant qu'il est possible. Au cours d'un banquet, Persée lance d'ailleurs un défi, lance un pari qui est probablement pas vantardise, on peut le supposer, on peut s'imaginer la scène, qui est de ramener la tête de la Méduse au roi. Notamment aussi peut-être pour prouver sa valeur en tant qu'homme. Le roi accepte, bien évidemment, vous vous en doutez. Il le laisse aller en sachant que tous ceux qui ont essayé de combattre Méduse ne sont jamais revenus. Donc il savait très bien que si le fils partait, il pouvait épouser sa mère et basta. Sauf que ce que ce fameux souverain n'avait pas anticipé, c'est que Persée était le fils d'un dieu. Pas seulement d'une mortelle, mais d'un dieu. Et il va bénéficier de l'appui des dieux. Il va bénéficier notamment l'appui de deux dieux en particulier, qui vont être Hermès et Athéna. Les deux vont lui porter secours, vont lui fournir de quoi, en fait, combattre la Méduse d'une certaine manière. Les deux vont l'orienter, vont le soutenir justement dans son entreprise. Ces deux divinités, et notamment Hermès, vont l'orienter dans un premier temps vers les Grées. Les Grées, ce sont des créatures relativement repoussantes, selon, on va dire, les mythes et selon les représentations, car ce sont trois vieilles femmes, premièrement, et deuxièmement, elles se partagent à elles trois un œil et une dent. Donc voilà un peu comment on les représente. Et les Grées, pour ne rien arranger, sont également sœurs des Gorgones. Donc, on va dire, toute la famille va un peu y passer, quoi. Les Grées vont, on va dire, à contre-cœur, orienter Persée vers le chemin des neufs, afin que celui-ci puisse obtenir l'équipement qu'il lui faut. On l'oriente vers les Grées dans un premier temps pour qu'on lui dise qu'est-ce qu'il lui faut et où il faut aller, et ces dernières, probablement, on imagine un peu la scène, tant bien que mal vont essayer de l'orienter dans le chemin qu'il faut, et puis vu qu'il a l'appui des dieux, valait mieux pas trop non plus rigoler avec ça. Les nymphes vont, sachant d'où il vient, sachant qui il est, vont lui fournir un certain équipement afin qu'il aille combattre la Méduse, afin qu'il puisse faire sa quête. Elles vont lui fournir, dans un premier temps, deux accessoires, deux équipements qui ne sont pas des moindres. Elles vont lui confier une paire de sandales ailées qui peuvent être équivalentes à celles de Hermès, on peut se l'imaginer, et le casque d'invisibilité d'Hadès. Donc déjà, deux choses qui sont pas, on va dire, négligeables. Les deux divinités qui soutiennent Persée, Hermès et Athéna, vont également lui fournir des armes. Pas de l'équipement, mais des armes. Hermès va lui fournir, alors selon les versions, une faucille ou une serpe, selon les versions que les historiens vont mettre en avant et les sources qui disposées, ça va être les deux. Le but étant de pouvoir couper la tête de la Méduse sans pour autant, on va dire, galérer trop. Et Athéna va lui confier également un bouclier, donc un égide,
qui a été extrêmement poli de sorte à ce qu'on puisse se refléter à l'intérieur. Et tout le monde connaît un peu la suite de ce qui va se passer avec ce fameux bouclier, mais justement c'est dans ce but-là, c'est pour éviter que Persée soit pétrifié s'il doit regarder la méduse en fait. Donc c'est pour ça qu'on lui confie ce genre d'équipement. Persée parvient à gagner le pays des Gorgones et à s'introduire dans l'antre de ces dernières. Selon les versions que l'on va trouver, selon les versions que les historiens vont mettre en avant, on souligne la présence des 2 sœurs Gorgones de Méduse, et dans l'autre, bizarrement, ne sont pas mentionnées. Dans la version où les sœurs sont présentes, on souligne que ces dernières sont endormies. Donc autrement dit, qu'elles montent la garde, mais qu'elles ne font pas correctement leur travail. Et dans d'autres, elles n'y est pas. Toujours est-il que, pour s'introduire dans l'antre des Gorgones, Persée a recours au casque d'invisibilité d'Hadès afin de ne pas être repéré, bien entendu. Et profitant du fait que Méduse soit endormie, il en profite pour couper la tête de cette dernière et ainsi pouvoir gagner son trophée en toute tranquillité. De cette décapitation naissent 2 créatures. Ces 2 créatures sont bien entendu nées, la semence, on va dire, du viol entre Poséidon et Méduse. Et ces dernières sont le cheval et les Pégases, qu'on retrouve un peu dans toutes les représentations et dans la culture populaire actuelle, mais aussi le géant Chrysaor. Méduse étant morte, Persée peut donc repartir vers les îles de Séryphos afin, on va dire, de montrer comme quoi il n'est pas un menteur et qu'il a réussi son défi. Sur le chemin, et les historiens situent, on va dire, cette région autour, on va dire, de la région de la Libye, ce dernier rencontre Andromède qui le sauve d'un destin assez tragique, c'est-à-dire que cette dernière était vouée à être dévorée, à être sacrifiée à une créature marine. Je fais bain basse sur ça très volontairement parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais bon, on le mentionne quand même, je le mentionne quand même pour des questions, on va dire, d'exactitude au niveau du mythe, mais sachez que tout ce qui est autour d'Andromède n'est pas le sujet. Donc il sauve la jeune femme, il épouse. Arrivé à Séryphos, il en profite pour faire en sorte de dire au roi de laisser sa mère tranquille, et ainsi pour pouvoir pour que cette dernière soit pas obligée d'épouser cet individu. Sur place, il restitue bien entendu les cadeaux qu'on lui a offerts, donc l'équipement, mais aussi il restitue surtout le bouclier d'Athéna et il offre en offrande à cette dernière la tête de la Méduse. Cette fameuse tête sera intégrée justement à l'égide d'Athéna, donc c'est cette tête que vous pouvez voir des fois apparaître sur les statues d'Athéna ou dans les représentations de ce fameux bouclier. Persée, ayant fait sa mission, ayant accompli, on va dire, sa mission, ayant délivré sa mère, entre guillemets, il part ensuite pour Argos et, alors, je ne mets pas les circonstances, et puis bon, ce n'est pas forcément bien décrit par les historiens, et les historiens rapportent que ce dernier aurait tué son grand-père de façon assez involontaire. Comment? J'ai pas réussi à savoir comment. Par la suite, lui et sa femme s'installent à Tyrante et plus tard, ils vont fonder, on va dire, la ville de Mycène, ce qui va être considéré comme Mycène. Le couple a plusieurs enfants, dont l'une des petites filles, on va dire bien plus tard, sera Alcmène, la mère d'Hercule. Que le film animé Hercule, il n'est pas rare de les confondre, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare de confondre les moires et les grès. Il est vrai qu'il existe quelques similitudes entre les deux, mais il y a aussi de très très grosses différences et je vais m'appuyer sur le film, mais je vais aussi m'appuyer sur les données que nous avons tant sur les moires que sur les grès. Dans les points communs que l'on peut relever entre ces 2 entités, c'est d'abord l'origine divine à la fois des grès et des moires. En effet, selon la théogonie d'Hésiode, qui est la plus grosse source concernant la mythologie grecque, ou du moins les origines divines des différents dieux de la mythologie grecque, dieux, héros et tout ce qui va avec, il existe 2 versions concernant les origines parentales des moires. En effet, dans une première version fournie toujours par Hésiode, les moires sont les filles de Nyx et les sœurs des Hespérides et des Kérès. Et dans une autre version, ce sont les filles de Zeus et de Thémis la justice, faisant ainsi d'elles les sœurs des heures, parce que les heures étaient considérées comme des divinités dans un premier temps, et elles le sont toujours considérées de façon générale chez les Grecs, mais on voit qu'il existe déjà chez les Moires, il existe 2 versions quant aux parents des Moires, et ces versions-là sont les plus retenues parmi toutes celles qui peuvent exister. Les Moires sont donc associées
selon Hésiode, elles sont associées à la fois aux dieux olympiens par le biais de Zeus et à une entité beaucoup plus puissante redoutée, c'est Nyx. Et Nyx est tout aussi redoutée par Zeus et par tous les autres dieux. Donc on voit que les moires, des entités très puissantes, très effrayantes tant pour les humains que pour les dieux olympiens eux-mêmes, voire les dieux de façon générale. Les grès, c'est autre chose. Les grès, tout comme les gorgones, sont les enfants de Phorcys et Céto. Phorcys et Céto sont des divinités marines nées de Photos et de Gaïa, donc elles sont rattachées à des entités divines, mais ce sont des créatures qui n'ont pas de rôle particulier, n'ont pas de mythe à proprement parler. Elles sont rattachées à un autre mythe, mais sachez que même si les grès et les moires sont d'origine divine, le degré de divinité entre guillemets n'est pas le même. Les grès, on va les appeler les Phorcides aussi dans d'autres versions, sont issus plutôt de créatures ou de dieux qui sont des divinités liées à la terre, liées à Gaïa. Donc c'est vraiment des créatures assez à part. Les moires comme les grès sont au nombre de 3. Toutefois, selon les auteurs que l'on consulte et selon les auteurs auxquels on se réfère, il y a quelques petites nuances. Par exemple, chez Homère et surtout dans l'Iliade, les moires sont qu'au nombre de une seule et on l'appelle la moira. Et cette moira, elle est notamment présente au moment de la guerre de Troie et elle met un stop aux divinités présentes à la guerre de Troie, parce que je rappelle, la guerre de Troie, c'est entre les Troyens et les Grecs, avec des divinités présentes au moment du combat. Et elle met, on va dire, un stop aux divinités grecques afin qu'elles n'interviennent pas au moment de la mort des héros. Concernant les grès, les auteurs font mention de 2 grès sur 3. Alors ça va dépendre, la troisième est beaucoup plus négligeable, mais concrètement, partez du principe que, selon les versions que vous allez consulter, il peut faire mention de 2 grès au lieu de 3 ou d'une moire au lieu de 3. Donc déjà, ça fait partie des points communs qu'on peut souligner, c'est-à-dire cette espèce de troncage au niveau du nombre 3 par les auteurs. Si on regarde le film Hercule, les grès sont présentes toutes les 3. Donc les créateurs du film animé ont choisi de les représenter toutes les 3 parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un amalgame entre les grès et les moires. Les moires se nomment Clotho, celle qui tisse le fil de la destinée des humains mais aussi des dieux de façon générale. Lachesis, celle qui enroule ce fameux fil, et Atropos, celle qui le coupe. Rappelez-vous bien cette scène pas loin de la fin du film, cette scène où vous voyez justement, alors là elles endossent le rôle des moires, mais comme je vous le dis dans le film Hercule, c'est très compliqué en fait de les distinguer des grès, mais là on les a placées en tant que moires, ces 3 femmes qui sont en train de tisser le fil de la vie d'Hercule, et au moment de couper ce fameux fil, le fil ne se coupe pas, parce que Hercule est à ce moment-là considéré comme un dieu. C'est notamment cette scène où Hercule va chercher dans les enfers l'âme de Mégara. Rappelez-vous bien de cette scène quand Hercule va aux enfers chercher l'âme de Mégara et que à ce moment-là, il plonge justement dans cette espèce de puits où toutes les âmes résident et où il va la chercher. À un moment donné, vous retrouvez justement ces trois femmes avec justement ce fameux fil à couper, et ce fil à couper était normalement censé représenter la vie d'Hercule. Ce fil ne se coupe pas parce qu'Hercule est considéré comme un dieu à ce moment-là, mais ça fait partie justement de cette image que Disney a voulu associer justement à ces 3 entités que je rappelle qui sont un mélange entre les grès et les moires. Et donc c'est vrai que si on regarde bien, là ces trois entités endossent le rôle des moires. Les grès quant à elles se nomment Enyo, la belliqueuse, Penfredo, la méchante, et Dino, l'effrayante. Ça va être plus Dino qui va être oublié par rapport justement à ces fameuses idées de 3. Ça va être Dino qui va être la plus mise de côté par rapport aux 2 premières. La différence qu'on peut souligner, c'est dans les représentations également de ces 2 paires de 3 entités. En effet, les moires sont associées, comme je viens de vous l'expliquer, et c'est bien représenté dans le film animé Hercule, sont associées au cycle de la vie. La naissance, la vie ou le mariage selon les sources que vous allez consulter ou les auteurs, et la mort.
alors que les grès peuvent être associés à plutôt des traits de caractère assez belliqueux, assez négatifs de l'être humain, le caractère belliqueux, la méchanceté, le côté effrayant. C'est un peu une forme de monstruosité, plutôt une forme, on va dire, de caractère un peu négatif que peut présenter l'être humain, et on peut associer justement les grès à ça par rapport justement à l'être humain. Mais dans le film Hercule, je viens de vous l'expliquer, les moires sont alors représentées justement par rapport à cette fameuse notion du cycle de la vie, alors que le caractère des grès que le film a voulu associer au caractère des moires n'est pas forcément présent. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un véritable sac de nœuds que Disney a voulu créer avec ces trois entités, et ce n'est pas forcément facile en fait de faire le distinguo entre les deux, d'où le fait qu'il faut bien faire attention quand vous abordez justement les grès ou les moires, parce que justement c'est ce fameux amalgame que Disney a voulu créer qui fait que ce n'est pas toujours facile de les distinguer. Et quand on retrouve justement les caractéristiques qu'on associe ces trois femmes dans Disney à d'autres séries animées ou à d'autres films, on est amené à se poser des questions, à savoir si on se base sur bien entendu sur ce que Disney nous a véhiculé, c'est pas forcément, on va dire, la bonne représentation qui est juste. Un trait commun qu'on peut contribuer justement à la confusion entre les grès et les moires, et que Disney n'a pas fait l'effort non plus de distinguer, c'est l'apparence du trio. Et c'est très souvent à cause de ça qu'on peut les confondre. Les deux trios partagent quelques petits points communs, on va le voir tout de suite. En effet, les moires sont représentées sous les traits de trois vieilles femmes avec des fuseaux, donc des instruments de tissage, instruments associés aux fileuses, car ce sont, on va dire, les fileuses du destin, du fil de la destinée des humains. Et si on regarde bien le film, et je reprends un peu l'exemple que j'ai déjà cité, le fil de la destinée d'Hercule est associé justement à cette idée de fileuse du destin que Disney a repris dans ce film, mais c'est pas forcément, on va dire, quelque chose qui va de soi, étant donné que c'est un amalgame entre deux trios d'entités différentes. On verra que c'est pas toujours facile en fait de les distinguer correctement. Mais sachez que Disney, au dernier moment, a choisi de représenter le caractère des moires à proprement parler avec justement ce fameux fil et ces fameux ciseaux. Mais tout au long du film, ce n'est pas forcément bien mis en avant et bien distingué. Cette fameuse caractérisation, on va dire, de la fileuse que représentent les moires va notamment se retrouver, si on regarde un peu du côté de l'archéologie, sur certains vases qu'on a retrouvés par exemple à Corinthe. Donc on voit quand même que les Grecs de l'époque savaient pertinemment que les moires étaient associées aux fileuses et justement aux fileuses du destin. Les grès sont également d'une certaine manière représentés sous les traits de trois femmes. Alors, sous on va dire la vision la plus classique que nous avons, sous les traits de trois vieilles femmes laides, extrêmement ridées, avec des cheveux gris, et c'est là que Disney a fait l'amalgame entre les moires et les grès, et vous allez comprendre pourquoi. Elles se partagent, ces fameuses grès, un œil et une dent, qu'elles se passent, on va dire, les unes aux autres. Alors l'histoire veut que il y en ait une qui garde l'œil et la dent pour qu'elle puisse manger et on va dire surveiller pendant que les deux autres dorment. Je pense que ça doit vous rappeler quand même quelque chose. Au tout début du film, quand Hadès redescend aux enfers et qu'il est un peu furieux que Zeus se soit un peu payé sa tête à cause de Hercule bébé, Hadès reçoit la visite des moires, enfin ce que le studio Disney ont présenté comme étant les moires. Et rappelez-vous que cet œil, ce fameux œil qu'elle se passe, c'est justement en fait une référence au grès, parce que les moires dans la mythologie grecque n'ont pas cet œil. Ce sont les grès qui l'ont. Elles se le passent l'une de l'autre et elles se font appeler passé, présent, futur, en lien justement avec ce fameux cycle de la vie, ce fameux cycle du destin. Mais cette caractéristique de l'œil qu'elles se passent l'une à l'autre, la dent n'est pas représentée, mais il y en a une qui a toutes ses dents et pas les autres, donc on peut supposer que la dentition de la plus petite représente justement cette dent. L'œil qu'elles se passent l'une à l'autre font que justement c'est une caractéristique des grès et non pas des moires. Donc on peut encore plus voir justement au travers de cet exemple dès les premières minutes du film que c'est un amalgame entre les grès et les moires et non pas les moires à proprement parler. Donc
il faut bien avoir en tête que Disney a voulu créer un amalgame entre les deux et cet œil est bien significatif de cet amalgame. Cette fameuse représentation de ces trois femmes ridées, âgées avec cet œil et cette dent qu'elles se passent mutuellement, c'est la description la plus connue des Grey et surtout la plus mise en avant dans la culture populaire, notamment dans ce film mais aussi dans la série animée qui sera créée après. Et c'est la représentation qu'on en a le plus souvent. Toutefois, il existe quand même d'autres versions, justement, d'autres descriptions fournies par les auteurs, notamment Hésiode et Échille, qui vont donner une description des Grey un tout petit peu plus flatteuse que ce que nous connaissons et que nous avons déjà vu. En effet, si on regarde un petit peu les deux auteurs, on souligne la présence de cheveux blancs qui pouvaient être associés à la vieillesse, on est entièrement d'accord, dès leur naissance, mais Hésiode va mentionner quelque chose qui peut souligner qu'à leur naissance, quand même, elles étaient magnifiques. Hésiode fait mention de belles joues, comme quoi Phorcys et Ceto auraient accouché, enfin surtout Ceto, aurait accouché justement des Grey avec justement des belles joues. Donc on peut supposer que ces fameuses belles joues étaient une référence au fait qu'elles avaient un visage agréable à regarder, qu'elles étaient magnifiques. Échille, lui, va les comparer carrément dans son œuvre Prométhée, à des signes. Or, les signes, nous savons que c'est associé à la beauté, à quelque chose de majestueux. Donc, on peut supposer que Hésiode et Échille ont voulu donner un portrait beaucoup plus flatteur des Grey que nous avons à l'heure actuelle et que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a quand même une forme d'évolution, encore une fois, de l'image des Grey que nous avons. Là où on ne donne pas de lieu de vie à proprement parler pour les moires, on attribue un lieu de résidence en revanche pour les Grey. En effet, les Grey, selon les auteurs antiques et selon, on va dire, ce que les historiens ont pu en comprendre aussi, les Grey ont situé un peu leur lieu de résidence dans une grotte dans le mont Atlas. Donc en fait, on a des informations justement sur où les Grey étaient censés vivre, comme beaucoup de créatures de la mythologie grecque. Toutes ces données montrent que le film animé Hercule, et c'est en ça que je veux bien que vous compreniez la différence entre les deux, c'est que les studios Disney ont voulu créer un espèce de mélange entre les moires et les Grey, allant même jusqu'à attribuer des pouvoirs qui n'existent pas. Je reprends cet exemple du fameux œil que les moires dans le film animé, mais qui sont en fait plus un attribut des Grey que des moires. Ce fameux œil qu'elle se passe dans les premières minutes du film, on va attribuer à cet œil des pouvoirs de divination, des pouvoirs, on va dire, pour lire l'avenir. Or, nous avons bien vu, nous venons de voir au travers de toutes ces explications que cet œil n'a aucun pouvoir. Les seuls pouvoirs de divination ou de, on va dire, de futur, de projection du futur qui peuvent être attribués justement dans cet amalgame, ce sont les instruments des moires, c'est-à-dire ces instruments de fileuse, pas l'œil des Grey. Donc en fait, ce que Disney, encore une fois, et je tiens à bien souligner ça parce que avec du recul, on n'avait pas forcément, on va dire, cet œil aiguisé, justement, quand on regardait ce film, quand nous étions jeunes, c'est que Disney a voulu créer un espèce d'amalgame entre deux entités, deux trios d'entités totalement différents, totalement opposés, pour créer quelque chose, on va dire, de presque grotesque, de presque caricatural. Parce que les moires peuvent lier à l'avenir. En réalité, si on regarde bien l'amalgame qu'a voulu créer Disney, c'est un amalgame très maladroit et c'est un amalgame qu'on va retrouver dans la série animée Hercule bien plus tard, que nous aborderons un peu plus tard. Et c'est justement, on va dire, cette espèce d'amalgame qui fait que on peut être amené maladroitement à faire la confusion entre les Grey et les moires parce que nous avons justement cette vision du film animé qui peut être trompeuse. Dans la mythologie grecque, il est rare de trouver des mentions des Grey car elles n'ont pas de réel rôle, ou du moins elles n'ont pas elles aussi de réels mythes qui leur sont propres. Toutefois, on peut les associer à un personnage mythique et très célèbre de la mythologie grecque, c'est Persée. En effet, les Grey sont liés au mythe de Persée, mais aussi à celui de Méduse. Persée est un héros d'origine argienne, il est le fils de Zeus et de Danaé, qui est une princesse argienne. Acrisios, le père de Danaé et seigneur des lieux, est averti par un oracle que ce dernier allait être détrôné par son petit-fils, et du coup, ce dernier prend peur et décide d'enfermer sa fille dans une tour. Zeus est alors séduit par Danaé, et il parvient à s'introduire dans sa prison en ayant recours à des ruses
dont a une ruse en particulier, et c'est un dieu qui a l'habitude d'user de ruse pour séduire ses maîtresses. Il va se transformer tout simplement en pluie d'or. Acrisios, s'apercevant que sa fille est enceinte, et quand cette dernière accouche de Persée, décide tout simplement de s'en débarrasser en l'enfermant dans un coffre en bois avec son enfant. Et ensuite, il jette tout simplement les deux à la mer, pensant que la mer s'occupera d'eux et qu'ils finiront par mourir de faim et de soif. Or, les dieux s'en sont mêlés et le coffre parvient à s'échouer sur l'île de Sériphos, et Danaé et son fils écoulent des jours heureux, et petit à petit, Persée grandit, il gagne en beauté, il gagne en force, et il se montre extrêmement protecteur envers sa mère. Toutefois, sa mère est repérée par le tyran de cette fameuse île, et ce dernier veut l'épouser, il veut épouser Danaé. Or, Persée est protecteur envers sa mère, il ne veut pas que sa mère épouse un tel personnage, et il est prêt à tout pour que cela n'arrive pas. Au cours d'un banquet, Persée a la mauvaise idée de se vanter qu'il pourrait ramener à ce fameux tyran la tête de Méduse. Le souverain n'est pas sourd et il relève le pari. Si Persée gagnait et ramenait la tête de Méduse, le souverain laissait sa mère tranquille. En revanche, si le jeune homme perdait son pari, il pourrait épouser sa mère, Danaé, et Persée avait le droit juste de se taire. Dès le début de sa quête, Persée reçoit l'aide de deux divinités quand même assez importantes, qui est Hermès et Athéna. Athéna, rappelez-vous, apporte son soutien à pas mal de héros de la mythologie. On peut citer par exemple Ulysse, qui est le préféré d'Athéna, même si les dieux, quand ils choisissent un héros, c'est souvent du je t'aime moi non plus. Ils vont les soutenir jusqu'à un certain moment, comme toujours. Ces deux divinités, donc Hermès et Athéna, vont diriger Persée vers les grès, afin que ces dernières lui révèlent l'emplacement d'une part de là où vit Méduse, et ou du moins comment la supprimer. Pour obtenir cette information, il s'empare par la ruse de l'œil et de la dent des grès qu'elles se passaient mutuellement, et il conclut un marché avec ces dernières. Si elle lui donnait l'emplacement, si elle lui donnait les informations qu'il demande, à savoir surtout comment vaincre Méduse, mais surtout où se trouvaient les nymphes du Styx, il rendrait ces fameux attributs au grès. Bon gré, mal gré, les grès vont quand même lui fournir les informations qu'il demande, et elle le dirige vers les nymphes du Styx qui vont lui fournir l'équipement dont il a besoin. Dans une autre version, et c'est une version moins connue, mais elle nous est fournie par Échille, Persée, après avoir obtenu les informations qu'il voulait des grès, ne leur rend pas ces fameux attributs, c'est-à-dire l'œil et la dent, et il les jette dans le lac Triton. Donc on a deux versions du mythe. La première est souvent la plus connue, la plus utilisée. En conclusion de tout cet exposé que je viens de vous faire, c'est que les studios Disney, et je tiens bien à le souligner pour plus qu'on ne fasse la confusion entre ces deux trios d'entités, c'est que ce ne sont pas les moires qui sont représentés, mais plus les grès qui sont présentes dans le film Disney. Cette confusion va être entretenue, je l'ai dit tout au long de l'épisode, mais là j'insiste beaucoup plus dessus, cette confusion va être plus entretenue par la série animée Hercule qui va arriver quasiment juste après, presque un an plus tard, et qui va faire justement cette confusion entre les grès et les moires, puisqu'on a cette vision de l'œil prophétique dans le film, justement on sait très bien que ces femmes-là peuvent lire l'avenir. Or, les studios se sont peut-être un petit peu rattrapés avec la série animée, puisqu'on va voir plus les moires dans leur rôle, les grès moires entre guillemets, dans leur rôle, on va dire, de prophétesse du destin. Or, c'est déjà très maladroit de leur part d'avoir voulu rectifier le tir justement à ce moment-là. Je pense surtout à un épisode où elles affichent justement une tapisserie de la destinée d'Hercule. Donc tapisserie, nous l'avons vu, qui est cette image un peu de l'avenir des personnages. Mais il faut savoir que justement cet œil qu'elle se passe est quand même relativement encore présent dans la série, et ce qui fait qu'on a encore du mal, même moi par moments j'ai parfois du mal à les distinguer des grès, puisque l'œil est propre au grès et l'activité de fileuse est propre aux moires. Donc il n'est pas toujours facile de faire le distinguo entre les deux, et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on aborde les moires ou les grès, car c'est deux choses différentes. Nous l'avons vu avec le mythe de Persée, les grès n'ont pas de pouvoir particulier,
elles ont juste renseigné Persée sur l'emplacement où se trouvaient les nymphes, mais n'ont rien fait de plus. Elles n'ont pas de pouvoir particulier. Et le fait que Disney ait voulu leur attribuer un pouvoir particulier de divination est quelque chose, on va dire, qui n'est pas juste. Alors c'est un film d'animation, nous sommes entièrement d'accord, ce n'est pas obligé d'être fidèle à la mythologie grecque, mais c'est quelque chose qui peut être très très mal interprété et surtout qui peut entretenir des confusions entre deux trios d'entités totalement différents. Ils ont pris des attributs des unes et des autres pour en faire une espèce de mélange, mais c'est un mélange très maladroit. Si on regarde dans d'autres séries animées, les moires ou les parcs, selon on va dire si vous regardez chez les Romains ou chez les Grecs, et les grées sont malgré tout présentes. Je peux prendre par exemple la série L'Odyssée, où on retrace un peu les aventures d'Ulysse, même si c'est des aventures bien mis à la sauce des studios qui l'ont créé. Les deux entités sont distinctes. On a les moires d'un côté et les grées de l'autre. Les grées, elles vont arriver dans le 2e épisode de la série, où elles vont renseigner Ulysse pour trouver le chemin d'Ithaque. Alors, on sait très bien que les grées n'étaient pas présents dans ce mythe-là, mais les studios ont voulu mettre en avant d'autres créatures de la mythologie, pas forcément très connues. Mais on peut citer par exemple justement cet exemple-là, qui est un bon exemple, et Ulysse va utiliser la ruse que Persée a utilisée dans le mythe, c'est-à-dire qu'il va confisquer l'œil des grées pour les inciter à aider Ulysse justement à retrouver le chemin d'Ithaque. Et elles vont l'aider comment? Là, attention spoiler, mais je vous encourage à aller voir l'épisode. Elles vont tout simplement lui donner une carte afin qu'il puisse retourner à Ithaque. Donc là, dans cet exemple-là, les grées ont plus une forme de base de renseignement qu'autre chose. Dans le mythe de Persée, c'est un peu le cas aussi, mais d'une autre manière. Et les moires apparaissent justement dans l'épisode 6, mais dans une autre manière. Et les moires ont ce caractère de fileuse. Donc, on peut prendre ces exemples-là d'un côté comme de l'autre, parce que des deux côtés, d'une certaine manière, les attributs de chacune ont été respectés, et c'est ce qui fait qu'on ne fait plus la confusion entre les deux. Et c'est ça que je salue profondément des studios qui ont créé la série L'Odyssée, parce qu'ils remettent un peu les pendules à l'heure à ce niveau-là, même si c'est pas l'histoire exacte d'Ulysse, mais chaque créature est à sa place. Or, dans le film Hercule, que j'aime beaucoup, soit en passant, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, que j'apprécie encore, même la série animée, je l'apprécie encore, il n'empêche que pour moi, qui travaille sur la mythologie grecque et qui travaille sur la mythologie égyptienne également, c'est quelque chose qui peut me gêner. Et je reconnais que quand on vieillit et quand on grandit, ce sont des choses qui peuvent gêner parce que justement ce n'est pas distinct. Les moires dans Hercule, que ce soit le film ou la série animée, sont très 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 mal, on va dire, interprétées, sont très très mal représentées et créées. Donc c'est vrai que ça peut créer une espèce de confusion entre les grées et les moires. Rappelez-vous que les grées n'ont pas cet œil de divination. L'œil, il sert juste pour voir et basta. Alors que chez les moires, ce qui leur permet de lire l'avenir, lire l'avenir entre guillemets, c'est le fameux fil de la destinée, ce n'est rien de plus. Les moires sont des créatures qu'on associe à Phorcys et Céto, aux Gorgones, alors que les moires, on les associe plutôt à la catégorie des fileuses. On les associe à Arachné, on les associe d'une certaine manière aussi à Pénélope. Donc, c'est deux créatures distinctes que Disney a voulu faire, a essayé de faire un mélange, mais qui est un mélange très maladroit. Et j'insiste lourdement là-dessus, au risque d'être peu pénible, mais je veux que vous compreniez bien que ce ne sont pas forcément les moires qui sont représentées, ou du moins pas correctement, ce sont plus les grées qui sont représentés, et notamment avec cette espèce de justement deuil qu'elles se partagent, et la présence des dents de la plus petite, car justement, ils ont pris des caractéristiques des grées pour ensuite leur attribuer des pouvoirs des moires, ce qui ne fonctionne pas en réalité. Donc, je tenais vraiment à faire cet épisode pour que vous puissiez, justement, si vous regardez à nouveau le film Hercule, que vous puissiez quand même avoir l'œil un peu plus aguerri justement vis-à-vis de ça. N'hésitez pas à liker et clocher l'épisode si vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.